exploration que propose le yoga du cœur, une exploration de la vie, de la conscience, de nous-mêmes, une exploration sous forme d'intuition, de connaissance, comme les précédentes séances l'ont déjà exposé. Alors je me suis beaucoup appuyé sur l'exploration de la science elle-même dans le domaine technologique. Et en quelques siècles, on constate combien cette connaissance que la science a pointée du doigt, et même avec beaucoup son esprit, a provoqué d'immenses changements. Beaucoup de choses de la technologie sont de vrais miracles. Pour l'instant, gouverné par, on pourrait dire, le mental, la tête, l'esprit. On n'a pas encore de miracle dans le domaine des relations, de l'amour, d'une fraternité humaine telle qu'on l'espère. Et cette compréhension nous vient déjà de cette représentation des 3 chakras qu'on a évoqués dans la méthode yoga du cœur, qu'on pourra reprendre avec ce schéma qui récapitule la tête, le mental, le ventre, le centre de nos émotions centré sur le nombril. Et yoga du cœur, c'est parce qu'on s'appuie là sur cet espace qui dans la théorie du yoga s'appelle le chakra du cœur, que tous on localise dans cette partie qui est là. Sur chacun de ces chakras, j'ai mis 2 flèches, on aura l'occasion de revenir à leur sens. Donc dans le parallèle proposé avec l'exploration scientifique, beaucoup centrée sur le mental, l'esprit, sur des choses étranges comme les mathématiques, ont permis énormément de transcender beaucoup d'impossibles sur le plan technologique. Et l'approche yoga du cœur, c'est d'oser privilégier la fenêtre depuis ce qu'on appelle le chakra du cœur. Et du coup, c'est cette connaissance que la vie m'a enseignée directement, je n'ai pas eu de maître incarné, c'est une exploration partagée avec mon épouse sur des dizaines d'années. Et cette connaissance nous donne un éclairage sur notre vie quotidienne. Pendant longtemps, l'humanité a été matérialiste du genre je crois que ce que je vois. Et aujourd'hui, on s'est beaucoup avancé justement avec l'exploration d'un monde moins visible. Je pense tout simplement aux vibrations, à l'énergie. Les vibrations sont partout, que ce soit les ondes radio, les ondes télévision, les ondes électromagnétiques qui accompagnent nos portables, les télécommandes ou autre chose. Donc c'est de cette partie-là que je parle, qui est mise en équation par les mathématiques et qui nous permet d'en avoir une certaine maîtrise, comme ces vidéos qu'on peut regarder les uns les autres. Alors cette part non visible, vibrante, énergie, est très très prise en compte par l'avancée scientifique. Et parallèlement, si on s'interroge depuis la vie, on peut observer qu'il y a certaines énergies qui font notre quotidien, ce sont les émotions, mais ce sont aussi nos pensées. La pensée est une vraie vibration, un vrai pouvoir, un pouvoir de pensée, assez complexe, mais la pensée, avec les appareillages qu'on a aujourd'hui, peut montrer qu'elle influence beaucoup de choses. Je crois que en Amérique du Nord, on a beaucoup étudié les méditations des bouddhistes, notamment bouddhistes tibétains, et d'observer qu'il se passait quelque chose dans ce qu'on a appelé la cohérence cardiaque, dans l'activation de zones du cerveau. Donc c'est un précieux allié que la science puisse observer la pensée qu'on ne voit pas, mais tous on sait bien qu'on peut avoir des pensées de joie, par exemple, avec une certaine énergie, et à d'autres moments, une pensée de colère, une pensée de tristesse. Donc ce sont les émotions, joie, colère, tristesse, qui viennent donner une certaine énergie, qui viennent accompagner ce support qu'est la pensée. Et à l'intérieur de nous, on sait dans quel état on peut être, ce qu'on peut ressentir selon qu'il s'agit de joie, de projets constructifs, ou au contraire d'une dévalorisation, d'une colère, etc., d'un découragement. Alors la proposition ou le schéma que je vous propose aujourd'hui dans cette exploration à travers ce que la vie m'a enseigné, c'est de parler de la conscience. La conscience, qui est un mot très utilisé dans le yoga, un sens très large, un mot très utilisé aussi dans beaucoup d'ouvrages New Age,
qui a un sens beaucoup plus large, tellement large que je fais volontiers la comparaison avec une maison, comme si la conscience était une maison, donc avec beaucoup de pièces, des sous-sols, des étages. On peut aussi comparer la conscience à quelque chose de plus dynamique, je pense à un véhicule, une voiture par exemple, et la conscience peut volontiers être une voiture sophistiquée, comme les voitures modernes, qui ont beaucoup de manettes, beaucoup de fonctions, que ce soit le GPS, là, capable d'être relié par satellite autour de la Terre et nous guider. Et la conscience a aussi accès aujourd'hui à du chauffage, du confort, de la climatisation, de la musique, plus les instruments pour assurer la sécurité de la conduite sur la route. Alors la conscience peut être aussi riche que ça. Et si je prenais un autre parallèle, quand on était enfant, on espérait à Noël recevoir des jouets un peu magiques. Et peut-être que les enfants d'aujourd'hui, qui ont toujours 8 ans, 10 ans, 12 ans, sont émerveillés s'ils attendaient pour Noël comme cadeau un drone volant. Un drone volant, c'est ce qui fait que les parents peuvent tout de suite s'inquiéter des dégâts qui sont possibles et qu'ils vont conseiller à l'enfant de prendre des cours ou de bien suivre la notice pour éviter qu'avec un drone volant, on puisse casser des choses dans la maison ou bien dans le jardin des voisins. Alors si je reviens au mot yoga, la conscience est souvent alliée à un but qui est le mot supraconscience. Et dans des livres modernes, spirituels, on parle de conscience totale, de superconscience, d'hyperconscience. Dans la psychologie aussi, on peut parler de subconscient, d'infraconscient. Donc beaucoup de choses tournent autour de ce mot. Et on va oser donc, avec ce schéma que je vous présenterai, essayer de mieux définir de quoi on parle dans le yoga du cœur ou même dans le yoga à propos de la conscience et en quoi ça peut nous aider dans notre vie quotidienne. Alors cette conscience, je dirais qu'à la naissance, l'entrée dans la vie sur Terre, c'est comme une sorte de jouet magique, un jouet potentiel, mais la conscience se présente un peu comme une argile assez brute, l'argile du potier. Donc le nouveau-né qu'on est n'a pas encore beaucoup de facultés, il ne sait pas se mouvoir, il ne sait pas parler non plus, mais il commence à utiliser ce qu'il sait faire pour nous faire comprendre si ça va ou si ça ne va pas. C'est un langage que toutes les mamans, tous les parents aimants comprennent volontiers. Et puis petit à petit, au fil de la vie, vient la faculté intellect de raisonner, le mental, son abstraction, l'émotionnel, la construction de la personnalité, le moi, ça c'est un moi, que le petit enfant va dire tu touches pas, ça c'est un moi, ou d'accord je partage, donc le sens de l'ego on pourrait dire. Et dans le yoga, la conscience est une argile que la vie nous invite à pétrir, comme pétrir la pâte à pain du boulanger pour en faire quelque chose de délicieux. Donc déjà ça élargit notre idée. Cette conscience a une structure, un peu comme une maison où on va passer les vacances, on obtient la clé, mais on n'a jamais habité cette maison peut-être, on connaît les rudiments, les pièces conventionnelles, le séjour, la cuisine, la salle de bain, la chambre à coucher, voilà c'est le côté un peu standard, l'étage ordinaire et puis un étage supérieur s'il y en a, des sous-sols s'il y en a. Donc le parallèle avec une maison commence à nous donner une structure de la conscience beaucoup plus riche, beaucoup plus complexe. Et en fait, notre problème, dans ce que la vie m'a enseigné en tout cas, c'est qu'on est ignorant. On est ignorant qu'on dispose d'un matériau aussi fabuleux. Donc beaucoup de portes fermées restent fermées, on n'y accède pas. On ne monte pas à l'étage de cette maison conscience, alors peut-être qu'il y aurait beaucoup de belles choses qui nous attendent, ne serait-ce une vue plus haute. Et donc on vit un peu à l'étage ordinaire. Et ça nous mène à une vie ordinaire, qui ne change pas beaucoup, même si on espère améliorer, épanouir. On espère tous beaucoup plus de bonheur avec nos êtres chers, avec nos projets, avec nos espérances de réussite, de santé, de vitalité, et mille autres choses. Alors je vais vous proposer maintenant ce schéma de la conscience, comment elle se présente. Alors voilà une représentation possible de la conscience, c'est-à-dire la maison, le véhicule qu'on conduit chaque jour ou qu'on active. C'est une représentation dont le but, c'est pas d'être une vérité, loin de là.
c'est plutôt d'essayer de nous aider à reprendre notre vie en main, de mieux comprendre ce qui se passe, comment on fonctionne, et d'espérer aller vers cet épanouissement qu'on cherche tous, ce bien-être à l'intérieur de nous, ces sensations agréables que la vie nous offre parfois et qu'on aimerait tellement maintenir. Alors la première étape de la conscience, de cette maison qu'on habite, son extérieur, par laquelle on commence, on débute notre vie, eh bien c'est cette zone orange où j'ai écrit le mot émotionnel. C'est toute notre zone émotionnelle. Il y aura aussi la zone fuchsia qui est juste à côté, où c'est davantage le subconscient émotionnel. C'est le début de nos premiers pas, de cette connaissance, cette exploration de nous-mêmes. Les émotions sont là, elles nous mettent en mouvement. Et dans la même zone orange, l'autre partie de nous qui joue son rôle, de nous construire, c'est notre ego, le sens du moi, le sens de ce qui nous appartient, le sens de ce que je veux, j'ai envie, j'adore, je déteste. Nos peurs, beaucoup de peurs cachées sont également là. Les peurs font partie à la fois de nos émotions d'enfant, hein, on adore les jeux qui font peur, comme jouer au loup. Et puis devenant adulte, on cherche de la sécurité par rapport à nos peurs, d'où on cherche à mettre des schémas de contrôle. Nos personnalités que l'ego structure, à toutes sortes d'âges, où on change comme ça de personnalité, dans nos rôles également. Et puis ici, un mot particulier, qui est le mot, les deux mots avec un trait d'union, faux amour, le faux amour. Et dans ce schéma, on y viendra plus tard, mais on a un autre endroit où le mot amour est écrit, c'est ici. Donc ça va déjà être une clé si on veut explorer notre fonctionnement. C'est qu'il y a une partie de nous, notamment émotionnelle, où notre façon d'aimer a été appelée dans le yoga du cœur du faux amour, on verra pourquoi. Ça n'est pas un jugement philosophique, ni éthique, ni autre chose. C'est plutôt pour donner cette idée que l'amour qu'on cherche ici va buter naturellement sur des limites, sur des espaces où que cet amour est déformé par nos émotions. On va avoir ensuite dans la conscience la zone bleue, bleu un peu foncé, bleu un peu clair, où c'est le mot mental qui va dominer. Deux niveaux du mental, un mental assez ordinaire, limité, borné, on répète à peu près tout ce qu'on entend. Quand on a pensé que la Terre était plate, et bien le mental ordinaire disait la Terre est plate, etc. Un mental supérieur capable de s'ouvrir, d'accueillir une nouvelle rationalité, il en a fallu une nouvelle, pour accueillir que la Terre est ronde, mais on la voit comme si elle est plate, et même nos raisonnements nous disent elle ne peut pas être ronde parce que les océans tomberaient, les animaux, les humains tomberaient. Donc il nous a fallu un mental capable de nouvelles inspirations, de nouvelles compréhensions, hein, comme la biologie, comme les avancées quand on s'est mis à parler d'inconscient ou d'autres éléments de ce genre. Donc nous voilà déjà avec deux zones très précises. On peut le voir comme une maison. Donc ici on est dans une pièce où les émotions dominent. Là on peut être dans la librairie si on veut, la bibliothèque de la maison, où on a plein de livres à lire, on aime penser, réfléchir. Mais là aussi notre mental nous fait rester dans des idées assez limitées, assez ordinaires, qui nous sécurisent, qui sont partagées, des croyances qui deviennent assez rigides, assez fermées, et puis un espace plus lumineux où le mental peut s'ouvrir, mais pas facilement. Et ensuite, on s'approche d'une autre zone, deux zones. Cette zone où il y a des petits points noirs et rouges, un peu comme des écrits. Alors, une idée qui peut nous aider à comprendre ce concept de la conscience qui n'est pas facile, cette coupe a été faite en imaginant le fruit, l'orange, qu'on aurait coupé en deux. Et ici, c'est le zeste de l'orange, et on sait tous, quand on mord dans le zeste, ça a un goût très fort. Un peu amer, mais ça a un goût fort. Et les émotions correspondent à ça. C'est un goût assez fort dans la vie. Nos émotions nous donnent la sensation de vivre, des sensations fortes. Parfois, certains sports côtoient volontiers les peurs et nous donnent l'impression que là, on a vécu quelque chose de grand. Dans un deuxième temps, la zone blanche qui est derrière le zeste, hein, dans l'orange qu'on coupe en deux, un peu spongieuse, sans beaucoup de goût, elle correspond à ce mental, comme s'il faut aller plus loin,
Et ce qu'on cherche quand on achète une orange, quand on veut manger une orange, on cherche son côté le plus délicieux. On n'y est pas encore. On n'a fait que 2 parties. Et là, on s'approche ici, la zone verte correspond à la pulpe du fruit, ce qu'on cherche vraiment. Du coup, on va trouver la notion d'amour, mais ici, au-dessus d'amour, j'ai mis étage sup, c'est-à-dire comme si cette maison, conscience, donnait accès à des étages plus élevés, des étages de conscience plus élevés. Alors déjà, le mental, c'est un pas de conscience au-delà de l'émotionnel. C'est par le mental qu'on arrive à un peu comprendre comment fonctionne notre caractère, nos émotions, ce qui nous fait peur, les schémas intérieurs. Si je reviens au fruit qui est l'orange, donc quelque chose de bien naturel, mais quand on arrive au plus délicieux, la pulpe, il peut arriver qu'on ait des mauvaises surprises. C'est le moment où on croquerait un pépin. On l'appelle comme ça dans le fruit, le pépin. Et son goût, légèrement amer, nous renvoie immédiatement au goût amer des émotions du zeste. On est bien dans une cohérence. Et du coup, la conscience là, nous dit qu'il y a une partie de nous, un endroit en nous, où se trouve vraiment la pulpe, l'essentiel, l'amour, tout ce qu'on cherche sans arrêt, un amour pur et parfait, ce sont des mots audacieux, une sorte de puits, de ressources qui est là en nous, qui attendent qu'on vienne le découvrir, le révéler, puisque toute cette zone des pépins signifie qu'en fait, cette pièce est devenue un peu carapacée, barricadée, grillagée, avec des sensations désagréables que sont les pépins, et ça nous renvoie à quelque chose qu'on peut comprendre. On a tous cette intuition et cette recherche d'un amour pur, parfait, mais d'une part, on est assez ignorant de nous-mêmes, de l'idée qu'on se fait de nous. Pendant longtemps, on a compris qu'on était des êtres émotionnels, passionnés. Depuis pas très longtemps, on a développé notre côté mental, intellect, donc jusqu'on soit plus haut niveau, la morale, la vertu, la réflexion sur l'homme, la philosophie, ça reste dans la zone bleue. Et là, la vie nous renvoie dans le monde d'aujourd'hui, surtout quand on est démuni devant la violence qui semble s'être installée dans le monde actuel et dans les pays et globalement. Est-ce qu'on est plus qu'un être pensant, un roseau pensant, comme disait Pascal? Est-ce que les émotions, c'est quelque chose, l'ego, c'est quelque chose qu'on peut maîtriser, encadrer? Ou bien, est-ce qu'il y a une autre part de nous qui est en attente, dont on a l'intuition, mais on a perdu l'accès? C'est une zone où se trouve une énergie qui nous nourrit, celle qui nous donne les moments de grâce de la vie, l'amour. Et que je figurais là comme étant un étage plus élevé de conscience, plus élevé que le mental. Alors ça nous renvoie aujourd'hui, je ne rentre pas dans ce débat, à ceux pour qui le mental est leur degré le plus élevé et la solution à tout, ils sont libres d'explorer dans ce sens. Ici, je propose aux personnes qui ont l'intuition qu'il y a une autre partie de nous, comme une pièce manquante de notre puzzle de notre être intérieur, après le côté émotionnel, très fort en énergie, le côté égo, le côté vertu du bien faire, après le côté mental, de penser, de réfléchir. Est-ce qu'on sent qu'il y a une autre part de nous, une autre vérité à l'intérieur de nous, toute simple? Je dis vérité, mais ce n'est pas une vérité mentale, c'est une autre énergie, qu'on a tous connue dans nos beaux moments. Quand on est enfant, quand on est adulte, quand on est adolescent, chaque fois qu'on a eu un moment de grâce, un moment merveilleux, eh bien c'est qu'en fait, on était dans cette partie de notre maison, mais on n'en était pas conscient. Plutôt la vie qui nous a fait passer par là, et la vie en fait nous promène tous les jours. Alors quel rapport entre cette maison conscience et nous au quotidien? Eh bien c'est cette petite pastille blanche là que je vais utiliser. Les émotions sont là, donc si je dis je suis triste ou je suis en colère, eh bien le je suis, là, le mot ordinaire, ça peut être cette surface-là. Et si je suis triste, je suis en colère, je suis dans cette zone orange. Si je suis attaché à quelque chose, dans mes attachements, je suis dans mes peurs, et puis mon subconscient, c'est la partie
enfoui de l'émotionnel, dans lequel se trouvent beaucoup de pulsions, bien sûr, j'en ai souligné deux là. C'est dans le subconscient que se trouve notre besoin d'être aimé, qu'on a tous. Et toujours dans le subconscient, une sensation que tant que ce besoin d'être aimé n'est pas comblé, satisfait, eh bien on est dans une souffrance affective. Et là on a déjà des mots qui semblent synonymes au mot amour, affectif, affection, attachement. En général, si on est attaché, c'est parce qu'on aime. Eh bien ces deux mots, ils vont rentrer dans cette notion de faux amour. C'est par leur énergie, c'est le lieu de conscience qui fait que ces façons de faire renvoient l'amour à des limites. N'est pas le même amour qu'on vient ressentir ici. Alors dans notre vie quotidienne, tout est mélangé, tout est dans notre corps, tout ça se brasse, on peut passer en quelques secondes de je suis rempli d'amour à je suis triste. Parce qu'on apprend une nouvelle, la perte d'un être cher, et on passe de je suis dans la joie de l'amour à je suis triste que telle personne ait quitté la vie. Alors c'est cette petite pastille qui peut nous aider à comprendre qu'au quotidien, on est dans un yo-yo, une visite en permanence, qu'on soit en mouvement, tout d'un coup on est dans je pense, je me dis, là c'est une idée nouvelle, tout d'un coup on cherche l'amour et puis on bute sur les pépins. C'est à chaque fois qu'effectivement on tombe sur une désillusion, et du coup on se dit je vais plus là parce que je bute avant sur les pépins. Comme si les pépins sont des graines de subconscient, on pourrait dire. Un subconscient qui est fâché avec l'amour, pour toutes sortes de raisons. On y reviendra dans un prochain exposé sans doute. Mais la conscience et nous, c'est déjà l'idée principale, c'est la maison ou le véhicule. Et donc là où je me situe, j'active quelque chose. Avant de terminer cette première partie, je vais souligner une idée forte. Si on prend toujours la maison comme symbolisant la conscience, le subconscient peut représenter les sous-sols. Et il se peut que dans notre maison, on ait 2, 4, 6 ou beaucoup de sous-sols. Et ce qui nous fait très peur pour les sous-sols, c'est notamment quand il n'y a pas de lumière, quand il faut descendre, qu'il y a des bruits bizarres à la cave. Et d'autre part, c'est souvent dans les sous-sols que nos ancêtres ont entreposé ce qu'ils ont eu. Et si à leur époque ils ont eu un produit chimique toxique, s'ils ont construit avec de l'amiante, eh bien dans notre subconscient se trouve la toxicité de certaines mémoires ancestrales comme l'amiante, qui peut être dans notre maison. Donc même si on ne le sait pas, c'est pour ça qu'aujourd'hui on parle beaucoup des mémoires familiales, ancestrales. Donc voilà une première approche de ce subconscient. Et là où je voulais attirer l'attention, c'est que dans cette structure, dans cette maison, il y a des pièces, des chambres, disons des pièces spécialisées. On sait tous, si on prend la cuisine, elle est spécialisée pour bien réussir, la cuisine, pour pouvoir confectionner les bons repas qu'on souhaite avec des amis, avec de la famille. Une autre pièce spécialisée, c'est la salle de bain, qui est équipée pour son but, avec sa baignoire, avec ses produits, son sèche-cheveux, etc. Puis on peut avoir encore une autre pièce spécialisée, ça peut être notre bureau, avec nos livres, l'ordinateur, tout ce qu'on peut faire dans cette pièce-là. Alors j'ai proposé une idée saugrenue, c'est, supposons qu'on va faire un bon repas pour des amis qu'on aime beaucoup. Si on se mettait à faire le repas en étant dans la salle de bain, eh bien on ne pourrait pas faire un aussi bon repas qu'en étant dans la cuisine. Ça paraît un peu stupide, mais vous allez voir l'intérêt de cette comparaison. Et inversement, si on devait faire une excellente toilette, un bain relaxant ou autre, dans la cuisine, on serait un peu limité par l'évier, par beaucoup de choses. Alors c'est pour dire que dans la maison, on comprend bien ça, qu'il y a des pièces spécialisées. Je ne vais pas non plus faire de l'ordinateur dans la salle de bain ou autre, il pourrait très bien ne plus marcher s'il prend l'eau. Donc la conscience a des lieux spécialisés. Eh bien nous, on va chercher l'amour, on va s'intéresser à épanouir l'amour dans les pièces qui ne correspondent pas à l'amour. La seule qui correspond à l'amour, c'est celle-là. On verra tout à l'heure comment on accède à cette pièce. Alors que si je dois gérer mon émotionnel, si je dois gérer un amour qui me pousse dans les souffrances affectives, si je dois gérer ce besoin d'être aimé, eh bien il me faut aller dans les pièces correspondantes. Si maintenant
Je vais dans la zone mentale, c'est l'endroit où j'ai besoin d'accueillir une connaissance, de l'assimiler intellectuellement, de voir qu'est-ce qui se passe. Donc notre conscience détient elle-même des pièces spécialisées et nous, au quotidien, comme on ne le sait pas, eh bien on va un peu partout gérer nos problèmes. On occupe beaucoup avec le mental des choses qui concernent nos souffrances liées à l'amour, alors qu'en fait la solution se trouve ici. Je termine cette première partie avec la compréhension de deux choses. Ce petit schéma qu'on a vu tout à l'heure, hein, notre mental, le ventral émotionnel, l'ego, et puis le chakra du cœur, mais en fait les couleurs correspondent. Si je suis dans cette zone-là avec mes colères, avec mes peurs, eh bien ça va me donner un accès uniquement à la zone orange et fuchsia. Si j'actionne le mental, je ne pourrai accéder dans la maison conscience que la zone bleue. Si je veux aller ici, il n'y a qu'une porte d'accès, c'est le cœur, et dans le cœur, une porte encore plus précise, c'est la flèche du haut, qu'on appelle le cœur éveillé, qu'on stimule dans la pratique yoga du cœur, comme les petites pratiques que j'ai déjà proposées dans les précédentes séances sur YouTube. Ici, ce côté-là, on y reviendra tout à l'heure, c'est ce côté où on confond le cœur avec le fait d'être gentil, de rendre service, de faire plaisir, de ne pas faire de la peine. C'est un peu le cœur standard. Dès que les gens disent « moi je suis dans le cœur », c'est qu'ils sous-entendent qu'ils sont là. Et c'est une grande impasse, une grande illusion. On est plutôt ici dans le paillasson du cœur. Là on s'essuie les pieds juste devant la porte du cœur qui ne s'ouvre que si on l'active dans la zone au-dessus. On verra tout à l'heure une petite pratique pour l'activer. Paillasson du cœur, c'est un peu comme dans les familles où souvent les gens s'essuient les pieds sur les personnes les plus gentilles. Sur celles, on sait que le caractère c'est de faire plaisir, sinon elles sont dans la culpabilité. Et donc on les manipule, consciemment ou pas, et du coup on est dans une fausse idée du cœur qui ne mène pas à la force de l'amour. Oui, l'amour est une force, ce sont les bonnes nouvelles qui nous attendent.